Le 30 juin, ma sœur a décidé de jouer à Unicorrect Choices, l'épisode 1 de la première saison du jeu The Walking Dead. Et sans son visage, elle aurait été mutilée bien plus que nécessaire. Il planifiait une fusillade dans une école, mais avant d'y parvenir, il a retourné le fusil contre sa propre famille. Sa mère, sa sœur de 13 ans, son frère de 16 ans. Chacun tué pendant que la ville dormait, inconsciente qu'un cauchemar s'était déroulé derrière les portes closes d'un appartement calme, discret et ordinaire. 3 vies fauchées en quelques instants. Et ce n'était que le début. Dans un pays où le terme « fusillade scolaire » résonne encore avec la mémoire glaçante de Don Blaine, l'idée qu'une telle horreur puisse se reproduire sur le sol britannique semblait lointaine, presque inconcevable. Mais ce tragique jour de 1996, le Royaume-Uni était resté largement épargné par le type de violence qui semblait bien trop familier de l'autre côté de l'Atlantique. Il y avait eu des murmures, des complots avortés, des signes interceptés juste à temps, mais jamais l'acte de violence lui-même. Cette ligne, semblait-il, n'avait pas été franchie à nouveau. Pas encore. Mais le mal ne commence pas toujours dans une école. Il peut croître entre les murs d'un foyer chaleureux, construit par une mère aimante. Juliana Prosper connaissait quelque chose au sujet des nouveaux départs. Née sous le nom de Juliana Falcone. Un beau jour de juin 1976, sa jeunesse s'était déroulée à des milliers de kilomètres, à Mar del Plata, en Argentine, une ville côtière où les vagues portaient à la fois l'aisance et les épreuves. C'était le genre de femme qui ne cessait jamais d'avancer, peu importe ce que la vie lui réservait. Lorsqu'elle quitta son pays natal pour construire une nouvelle vie en Angleterre, ce ne fut pas seulement un changement géographique, mais tout un avenir. Elle épousa Ray Prosper, et ensemble, ils élevèrent 4 enfants. Son monde tournait autour d'eux. Juliana n'était ni ostentatoire, ni bruyante, mais elle possédait une force tranquille, celle qui porte le poids d'être à la fois douce et farouche. En 2024, elle vivait dans un modeste appartement près de Walletsbank Drive à Luton, s'occupant de 3 de ses enfants. Ce n'était pas une vie parfaite, mais elle était stable, familière, une vie de mère, bâtie sur des routines, de petits bonheurs, des sacrifices souvent passés inaperçus. Et pendant qu'elle maintenait sa famille unie, quelque chose couvait sous la surface, quelque chose de trop sombre pour être vu avant qu'il ne soit trop tard. Une tempête se préparait entre ces murs, déguisé en un garçon qui semblait trop timide pour même frapper un objet sur son chemin. Nicolas Prosper était le genre de garçon qui ne se contentait pas de se fondre dans l'arrière-plan. Il s'y accrochait. Né en décembre 2005, il était entré dans le monde en silence et, pour la plupart du temps, y était resté. Diagnostiqué avec un trouble du spectre autistique dès son plus jeune âge, il traversait la vie à quelques pas des autres. Pas toujours seul, mais toujours légèrement à l'écart, comme s'il observait le monde à travers une fente que lui seul pouvait voir. Dans ses jeunes années, il avait des amis. Pas beaucoup, mais assez pour le maintenir ancré. Ce n'était pas un fauteur de troubles, pas au sens classique. Il était geek, disait-il, discret, obsédé par les ordinateurs, le genre de garçon qui pouvait disparaître dans un écran pendant des heures sans avoir l'impression d'avoir effleuré la surface. Les enseignants se souvenaient de lui comme d'un garçon brillant, même prometteur. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, ou peut-être choisissaient de ne pas voir, c'était l'érosion lente qui se produisait sous la surface, la manière dont l'isolement commençait à se calcifier en quelque chose de plus dur, de plus sombre. Arrivé à la fin de son adolescence, cette gentille geekerie s'était transformée en quelque chose de bien plus imprévisible. Il cessa d'essayer de se connecter. Son groupe d'amis se dissout. L'écran cessa d'être un sanctuaire pour devenir autre chose.
Un tunnel avec seulement des ténèbres à son extrémité, seulement des reflets de mort, de haine et de perversion. Il s'enfonça dans des recoins d'Internet où l'empathie meurt, où la violence est glorifiée et la souffrance humaine cataloguée comme une sorte de collection. À un moment donné, il fut banni d'un de ces sites, une base de données morbide où la mort réelle était archivée et disséquée, comme un divertissement. Mais même là, dans ce cimetière de l'humanité, Nicolas avait franchi une ligne. Il avait fait des commentaires en faveur de la pédophilie, vile et sans filtre, comme si l'empathie avait été chirurgicalement retirée de son vocabulaire. Il ne se contentait pas de regarder les ténèbres. Il les absorbait, il les devenait, et personne ne savait à quel point ces ténèbres s'étaient enfoncées, à quel point elles s'étaient profondément ancrées dans ses os. Comment elles grandissaient, se nourrissaient, attendaient. Car Nicolas Prosper ne se retirait pas seulement du monde, il se préparait à la guerre. Quand le vendredi 13 septembre s'inscrivit au calendrier, le plan avait mûri en quelque chose de monstrueux. Ce n'était plus une pensée passagère ou un fantasme tordu confiné au recoin d'un écran, mais une intention, répétée en silence et nourrie par l'obsession. Nicolas Prosper s'était immergé si profondément dans le monde des fusillades scolaires que sa fascination avait érodé toute frontière entre regarder et commettre. Son esprit était absorbé par les détails de Sandy Hook, les chronologies, les méthodes, le nombre de victimes, non pas par chagrin ou horreur, mais par une ambition de créer quelque chose d'encore plus dévastateur. Un spectacle de violence qui se terminerait par lui retournant l'arme contre lui-même, laissant derrière lui un sillage de corps et de questions qui ne trouveraient jamais vraiment de réponse. Son choix de cible en disait long sur son état d'esprit. Il ne choisit pas son ancienne école primaire parce qu'il y avait souffert ou à cause d'une blessure ouverte de l'enfance. Il l'a choisi parce qu'il en connaissait les moindres recoins, le système de sécurité, la disposition des salles de classe, la manière dont les couloirs tournaient, comme quelqu'un choisissant le champ de bataille le plus familier pour un massacre calculé. Il n'y avait pas de déclencheur émotionnel, pas de vendetta personnel, seulement un avantage stratégique froid. Quand il tenta d'acquérir une arme à feu en nous, l'essai échoua. Mais plutôt que de faire dérailler son plan, cet échec ne fit que renforcer sa détermination. Il préparait déjà depuis plus d'1 an, construisant l'idée pièce par pièce dans son esprit, la superposant de recherches, de faux départs et d'une planification obsessionnelle. Un retard ne l'ébranla pas. Cela lui donna plus de temps pour affiner sa vision. Le 12 septembre, quelques heures seulement avant qu'il ne détruise sa famille, Nicolas obtint enfin l'arme. Il acheta un fusil à double canon et 100 cartouches pour 650 livres auprès d'un vendeur local, utilisant une licence d'arme à feu falsifiée qui imitait l'original avec une précision troublante. Il avait passé du temps à étudier chaque élément d'une licence britannique, le poids du papier, les sceaux, la disposition des signatures officielles, et l'avait reproduite avec une minutie extrême. Le vendeur, bien que mal à l'aise, crut la documentation authentique et alerta la police. Mais l'avertissement arriva trop tard. L'arme était à lui. Son calendrier était fixé. Alors que la nuit s'installait et que la ville autour de lui glissait vers le sommeil, Nicolas ne ralentissait pas, n'hésitait pas. Il finalisait. Son historique de navigation de cette nuit-là devint une fenêtre sur un esprit qui avait spirale au-delà de toute reconnaissance. Recherche après recherche sur les méthodes de tuer avec un fusil, les spécificités anatomiques, les résultats, le genre d'horreur à force brute, généralement réservé aux zones de guerre et aux cauchemars. Mêlées à cela, des recherches liées à la nécrophilie et au meurtre de Sarah Everard, comme si son appétit pour la violence s'élargissait à mesure que l'horloge avançait vers le matin. Et puis vint la vidéo.
une confession numérique finale, diffusée depuis sa chambre dans le monde. Il se décrivit comme un disciple de Clémentine, un personnage fictif de la série de jeux vidéo The Walking Dead, s'accrochant à son image non pas pour son humanité, mais pour une allégeance symbolique tordue, qui n'avait de sens que dans sa réalité fracturée. Il parla avec venin de sa sœur Gisèle, faisant référence à un choix qu'elle avait fait dans le jeu des mois plus tôt. Un moment si trivial qu'il aurait pu être risible s'il n'avait pas été prononcé avec une telle certitude venimeuse. Il dit que son visage serait mutilé, plus que nécessaire, prononçant la phrase avec une froideur qui semblait répétée, dénuée de toute trace de sentiment humain. Bien que les procureurs soutiendraient plus tard que cette référence n'avait aucun lien avec les meurtres, elle semblait être un signe que rien, pas même un jeu joué en famille, n'était à l'abri de la pourriture qui avait pris possession de son esprit. À mesure que les heures passaient et que l'obscurité s'épaississait, Nicolas Prosper se tenait au bord de l'horreur qu'il avait soigneusement construite, armé, prêt et émotionnellement détaché de tout ce qu'il avait autrefois lié à la normalité. Derrière lui, le silence d'un appartement où sa famille dormait, inconsciente que le garçon qu'ils avaient élevé, le frère avec qui ils avaient ri, le fils qui jouait autrefois aux jeux vidéo dans la pièce d'à côté, se préparait à devenir un monstre vicieux, sous le mince voile du silence matinal, alors que le monde extérieur restait insouciant. Nicolas Prosper était assis seul dans sa chambre, regardant de la pornographie animée violente, tout en poursuivant les mêmes recherches odieuses qu'il avait commencées la veille. Il était bien minuit passé. À 4h32 du matin, il avait déjà testé le fusil à double canon une fois, en tirant sur un ours en peluche. Son plan était de tuer 3 personnes, sa mère et ses 2 jeunes frères et sœurs, en moins de 30 secondes. Il pensait que le timing serait assez serré pour éviter d'être détecté par les voisins. Mais Juliana se réveilla tôt. Elle n'était pas censée. Elle vit son fils avec le fusil. Il y eut de la panique, des cris et une lutte s'ensuivit. Prosper l'attaqua d'abord avec un couteau, tailladant et poignardant ses mains et ses bras alors qu'elle essayait de se défendre. Puis, il lui tira dans la tête, à bout portant, la tuant. Son corps fut plus tard retrouvé, étendu dans le couloir. Gisèle entendit le chaos et se leva. On lui tira dessus, la balle frôlant l'arrière de sa tête. Elle courut, essayant de se cacher sous la table de la salle à manger. Il la suivit. Il lui tira dans le visage. Kyle tenta de résister. Il attrapa un couteau de cuisine. Il essaya de se battre. Prosper lui tira dans la poitrine depuis l'autre côté de la pièce. Puis il s'approcha et le poignarda plus de 100 fois pendant que Kyle le suppliait d'arrêter. Son poumon était perforé. Il se releva et courut. Il atteignit le couloir. Prosper lui tira dans la tête. 7 cartouches furent tirées. Il rechargea au moins 2 fois. Les voisins entendirent tout, les cris, les combats, les bruits de chute. L'un d'eux se dirigea vers la porte pour se plaindre du bruit. Elle entendit des froissements, un garçon gémir, puis un coup de feu. Elle fit demi-tour et courut. Le premier appel d'urgence arriva à 5h29. Les images de vidéosurveillance, jusqu'à 4h47, capturèrent à la marche étrangement calme de Prosper hors de l'appartement à 5h33. Presque 20 minutes plus tard, la police arriva sur les lieux. Ils entrèrent dans l'appartement vers 6h. Ils trouvèrent Juliana, Gisèle et Kyle, des traînées de sang sur les murs, des empreintes de mains ensanglantées, des couteaux ensanglantés éparpillés. Un exemplaire de How to Kill Your Family posé sur le corps de Juliana. Nicolas avait emballé le fusil et 33 cartouches dans un grand sac. Il commença à marcher vers l'école primaire Saint-Joseph, la même qu'il avait fréquentée, la même qu'il avait prévu d'attaquer. Mais l'école était encore fermée. L'activité policière augmentait. Il n'alla pas jusqu'au bout. Il se cacha dans une zone boisée à proximité pendant 2 heures.
Il partagea la vidéo qu'il avait enregistrée plus tôt, celle à propos de The Walking Dead. Il jeta 2 téléphones portables, espérant protéger un groupe de pédophiles avec lesquels il avait discuté en ligne. Nicholas laissa également le fusil et les munitions dans un buisson près d'un terrain de jeu. À 7h55, il sortit des bois et descendit Birmingham Road. Il leva la main vers une voiture de police qui passait. Les officiers revenaient de la scène du crime. Ils s'arrêtèrent. Ils virent le sang sur son visage et l'arrêtèrent. Je n'ai rien à dire, mais cela pourrait nuire à votre défense. Si vous ne mentionnez pas une question, alors je vous mettrai devant le tribunal. Tout ce que vous direz pourra être utilisé comme preuve. Sur quelle route sommes-nous? Birmingham Road. 426. Priorité. Birmingham Road. Je pense que nous avons l'auteur. Ce n'est pas sur la route. Ce n'est pas un meurtre. Oui, nous avons un homme ici. Il s'est présenté à nous. Pouvons-nous en avoir un autre? Ce n'est pas un meurtre, répétait-il. Il ne voulait pas se présenter. La salle d'audience était prête. Les familles attendaient. L'heure était fixée, 10h30 précise. Mais Nicholas Prosper, triple meurtrier, autoproclamé exécuteur, aspirant tireur scolaire raté, refusait de remonter dans le box des accusés. Pas par peur, pas par remords. Parce qu'il ne voulait tout simplement pas. À 8h45, la nouvelle parvint au juge. Le condamné refusait de comparaître, et Madame la juge Shaima Grubb n'en avait cure. Il n'y aurait pas de condamnation par contumace. Il devait être traîné s'il le fallait. Pas pour lui. Pour la mère, la sœur, le frère, les personnes dont il avait versé le sang. Pour ceux qui étaient bien venus voir le visage du garçon, qui avait déchiré leur vie. « Vous ne voulez pas être ici, » dit-elle depuis le banc. « Mais ce n'est pas votre choix. » Elle le fit amener. Et il resta assis là, en silence, regardant droit devant lui. Possession d'une arme à feu avec l'intention de mettre des vies en danger. Et possession d'un objet tranchant. Après votre arrestation, vous n'avez montré aucun signe d'agitation ou de détresse mentale. Vous étiez inappropriément joyeux et avez engagé la conversation avec les officiers. Vous avez demandé si les écoles locales étaient bouclées. Vous n'avez fait aucun commentaire lors de l'interrogatoire, mais avez ensuite donné à une infirmière en santé mentale, qui vous évaluait en détention, quelques détails supplémentaires, y compris que vous aviez planifié pendant 1 an de tuer 34 personnes, en terminant par votre propre suicide. 30 d'entre eux devaient être des écoliers âgés de 4 ou 5 ans. Prosper avait toujours rejeté ce que le monde avait essayé de lui donner. Aide, évaluation, compréhension, structure. Ses parents et ses enseignants savaient que quelque chose n'allait pas. Ils l'avaient vu se retirer. Ils l'avaient regardé perdre intérêt pour le vivant et s'envelopper dans des ombres. Ils avaient supplié pour une évaluation, contacté les services de santé mentale pour enfants, tenté de le faire diagnostiquer pour un trouble du spectre autistique. Il refusa tout, ferma toutes les portes, écarta chaque tentative. Un psychiatre finit par l'examiner. Mais pas avant les meurtres. Dans la lumière froide et clinique de la détention, un diagnostic arriva, très léger d'ASD. Un rapport détailla l'espace vide où l'empathie aurait dû se trouver. Ce n'était pas seulement un manque, c'était un manque extrême. Le genre qui résonnait dans chaque recoin de cette affaire. Il n'était pas inaccessible, mais il était désintéressé. Il n'y avait pas d'amitié, pas de véritable connexion. Seulement des spirales obsessionnelles profondes. À propos des tueurs en série, à propos des fusillades scolaires, à propos de la mort comme spectacle. La juge le mit à nu. Ce n'étaient pas seulement des fixations étranges. Ce n'étaient pas seulement des recoins sombres d'Internet. C'était ce qui façonnait son identité. Ce garçon, qui avait échoué à maintenir ne serait-ce qu'un fil d'interaction sociale ordinaire, avait construit un sanctuaire dans la violence.
Internet avait ouvert les vannes. Il s'y était engouffré librement. Chaque image troublante, chaque commentaire froid, chaque titre trempé de sang, tout cela le nourrissait. Oui, il y avait un lien indirect entre son autisme et la manière dont il évoluait dans le monde. Mais comme la juge l'a clairement dit, l'ASD ne rend pas violent. Cela n'ordonne pas à une personne de planifier un massacre. Cela n'enseigne pas à quelqu'un comment fabriquer une fausse licence d'arme à feu. Cela ne guide pas leurs mains lorsqu'ils pointent un fusil sur leur propre mère. C'était Nicolas. Et maintenant, qu'il le veuille ou non, il devait écouter. La loi, les familles, le jugement. Car les monstres ne disparaissent pas tranquillement. Ils doivent être vus. Ils doivent être nommés. Et ils doivent rester assis, enchaînés dans le silence, pendant que la justice grave son dernier mot. La salle d'audience était silencieuse lorsque l'histoire complète fut révélée en mars 2025. Ce n'étaient pas des actes de violence spontanés. Ils étaient planifiés en détail, avec un objectif clair de devenir infâme. Nicolas Prosper assassina sa mère, sa sœur et son frère, comme première étape d'un plan plus large, visant à réaliser une fusillade de masse à l'école primaire catholique Saint-Joseph. Les préparatifs duraient depuis des mois. Prosper choisit Saint-Joseph parce qu'il la connaissait bien. Il y avait étudié, tout comme ses frères et sœurs. Il consulta le site web de l'école pour des photos d'élèves et d'enseignants, et nota les horaires des assemblées et des cours. Tout était méthodique. Il choisit délibérément le vendredi 13, espérant que la date donnerait plus de poids à ses actes. Son plan était de tuer sa famille tôt le matin, quitter la maison à 8h30 et arriver à l'école pendant l'assemblée pour réaliser une fusillade de masse. Plus tôt cette nuit-là, il rechercha comment utiliser l'arme et chercha du contenu troublant lié à la violence, y compris le meurtre de Sarah Everard et du matériel lié à la nécrophilie. Les voisins entendirent dans le bruit. Certains rapportèrent des cris, des coups et des gémissements, suivis de ce qui ressemblait à des coups de feu. L'un d'eux se dirigea vers la porte pour se plaindre, mais s'enfuit après avoir entendu un grand bang. Un appel à la police fut passé à 5h29. Une chasse au chat et à la souris s'ensuivit, qui se termina par la découverte de Nicolas avec le sang de sa famille sur son visage et ses vêtements. Il fut accusé de 3 chefs de meurtre. Il fut également accusé de possession d'un fusil et d'un couteau en public, ainsi que d'acquisition d'un fusil sans certificat. Des images d'abus sur enfants furent pas plus tard découvertes sur son téléphone, mais aucune accusation ne fut retenue pour cela. Quand la police le trouva, Nicolas Prosper se tenait en noir et jaune. Ce n'était pas une tenue au hasard. Il avait choisi les couleurs exprès. C'était l'image qu'il voulait qu'on retienne de lui. La juge le condamna à la prison à vie avec une peine minimale de 49 ans. Maintenant, cela ne signifie pas que Nicolas sera libre dans 49 ans. Une peine de prison à vie avec une période minimale de tant d'années signifie que la personne passera le reste de sa vie en prison, mais elle devra purger au moins 49 ans derrière les barreaux avant de pouvoir demander à être libérée. Après la période décidée, ils peuvent nous demander une libération conditionnelle, qui est une demande formelle de sortie de prison. Cependant, être éligible à la libération conditionnelle ne garantit pas la libération. Un comité spécial examinera le cas pour décider si la personne représente toujours un danger pour le public. S'ils estiment qu'il est dangereux de libérer la personne, celle-ci restera en prison. Même si la libération conditionnelle est accordée, la personne restera sous une surveillance stricte pour le reste de sa vie et pourra être renvoyée en prison à tout moment si elle enfreint les règles ou commet un autre crime. Revenons au crime odieux que Nicolas a commis. Il n'a pas seulement secoué une salle d'audience. Il a envoyé des ondes de choc à travers tout un système que beaucoup pensaient en fonctionner parfaitement. Mais derrière l'horreur de ce que Nicolas Prosper a fait, il y avait une vérité plus discrète et plus troublante.
Il avait été bien trop facile pour lui de se procurer une arme. Les forces de l'ordre le savaient, et elles ne furent pas discrètes à ce sujet. Elles soulignèrent à quel point il était encore choquant de facilité pour quelqu'un de vendre une arme à feu en privé. Tout ce dont une personne avait vraiment besoin était un certificat, vrai ou faux, et un vendeur consentant, et c'était tout. Pas de double vérification, pas de vérification, pas de questions, juste une faille mortelle grande ouverte. En réponse, la police et les responsables de la sécurité commencèrent à appeler à des changements qui semblaient attendus depuis longtemps. L'une de leurs principales suggestions était de créer une base de données nationale pour les détenteurs de licences d'armes à feu. Quelque chose de clair et central, où chaque certificat pourrait être vérifié par rapport à des registres réels. Et pas seulement cela, ils poussèrent pour une règle qui obligerait les vendeurs à obtenir l'autorisation de la police avant de vendre une arme, pour s'assurer que l'acheteur avait les bons documents, une identité réelle et une raison légitime de posséder une arme. Mais le danger ne résidait pas seulement dans la manière dont Nicolas obtint l'arme, c'était aussi dans ce qui s'était construit dans sa tête, bien avant qu'il ne presse la détente. Les officiels parlèrent d'une obsession. Une obsession enracinée dans d'innombrables heures en ligne, enveloppée dans un contenu troublant, imprégné d'histoires de meurtres de masse, de brutalité et de contrôle. Ce qui s'était passé n'était pas seulement un crime, c'était une maladie à croissance lente qui s'était nourrie de violences non filtrées, trouvées dans des recoins sombres d'Internet, complètement ignorées et non contrôlées. Mais regarder cela se dérouler ne les retint pas. Ils y virent un avertissement qui ne concernait pas seulement les armes ou les failles, mais aussi la tempête croissante de contenus violents, atteignant les jeunes et changeant leur manière de penser, de ressentir et d'agir. Et le message du gouvernement était clair. Cela ne pouvait plus être ignoré. Ils promirent d'agir, de rendre les lois plus strictes autour des ventes d'armes privées, de combler les lacunes dans les vérifications des antécédents et de faire plus pour protéger les communautés de ce type de pensée qui mène à quelque chose comme cela. Ce n'était pas seulement une tragédie. C'était une question de s'assurer que personne d'autre ne suive le même chemin, une arme à la main et un plan construit sur la haine. Même après que le gouvernement du Royaume-Uni a promis des changements, cela prend du temps, et le temps est quelque chose que nous ne pouvons plus nous permettre de gaspiller. Le prochain Nicolas Prosper est peut-être déjà en train de regarder, d'attendre, d'apprendre, tout aussi discrètement, tout aussi patiemment. Et alors que le monde avance, plus connecté et exposé que jamais, la vraie question persiste dans le silence. Que se passera-t-il si le prochain signe avant-coureur passe inaperçu? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, assurez-vous de regarder la prochaine vidéo. Je pense que vous l'apprécierez. Merci encore d'avoir regardé.